Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler d'un milliardaire qui a décidé d'utiliser sa fortune pour faire triompher l'extrême droite en France. Et ce milliardaire, c'est même pas Vincent Bolloré, c'est un autre, Pierre-Édouard Stérin. Comme Bolloré, Stérin est un catholique conservateur et comme Bolloré, Stérin se sent investi d'une mission. Sauver la France. Il est en exilé fiscal depuis 2012, il vit en Belgique. Il a fui en fait le fisc pour pouvoir faire grossir encore sa fortune. Parce qu'avec sa fortune, son but est de financer les causes qu'il soutient. Et il a décidé de brûler en quelque sorte toute sa fortune au service de ces causes. Avec le plan Périclès. Ce plan, Périclès, c'est tout un projet qui a été révélé par le journal L'Humanité en juillet 2024. C'est une feuille de route pour préparer la France à la prise de pouvoir de l'extrême droite, mais c'est aussi pour préparer l'extrême droite à prendre et exercer le pouvoir. Et tout est écrit, c'est fou. Alors autant Bolloré, si tu lui demandes, lui il va nier, il va dire non pas du tout, je n'ai pas d'agenda politique. Autant Stérin, il dit oui, regardez, c'est tout écrit. Rien que ça, c'est quand même étonnant et c'est pour ça que ça a forcément intéressé les journalistes. L'Humanité a pas mal publié sur Stérin depuis ses révélations de 2024 et continue de documenter les activités du milliardaire. Mais Le Monde, la cellule investigation de Radio France ou le Nouvel Obs se sont aussi penchés sur le sujet pour nous aider à mieux cerner le personnage. Périclès, ça vise à faire gagner, en utilisant tous les moyens légaux possibles, l'extrême droite ou la droite à la prochaine présidentielle. Pour ça, Pierre-Édouard Stérin compte mobiliser beaucoup d'argent, 20 millions d'euros, investis en 2025 selon ses équipes. Et l'avantage avec Stérin, c'est que le gars, il assume. Oui, il veut faire gagner l'extrême droite en France. Oui, il est prêt à mettre du pognon sur la table pour ça. Tout ce pognon qui donne pas à l'État français d'ailleurs. Ah oui, non, parce qu'il est exilé fiscal en Belgique. Mais faut le comprendre, hein, il y a trop de normes, il y a trop de charges, il y a trop d'impôts. Donc lui, il est parti, puis il l'assume. Ça aussi, il le raconte, il l'explique. Je suis assez peu attaché, en tout cas, je suis très critique vis-à-vis de l'État et de toutes les restrictions de liberté qu'on peut avoir, diverses et variées, vis-à-vis des taxes qu'on nous impose de façon très importante et qui sont ensuite extrêmement mal réemployées pour une bonne partie d'entre elles, me semble-t-il. Et donc c'est vrai que c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai déménagé en Belgique en 2012. Sa fortune, il l'a faite en nous vendant les fameuses Smartbox. Vous savez, les coffrets cadeaux de merde là, avec des week-ends, des activités, des restos, etc. Sa société, le Smartbox Group, domine le marché et bien entendu, elle n'est pas non plus domiciliée en France. C'est une société de droit irlandais. Vous l'aurez compris, Stérin est libertarien. Donc il n'est pas exilé fiscal uniquement pour garder son pognon, il veut aussi en priver l'État français qui pourrait en faire n'importe quoi. Vous vous rendez compte, payer des fonctionnaires, faire tourner des services publics, l'horreur, quasiment l'Union soviétique. Affreux. On l'a fait parce qu'on estimait que c'était criminel de continuer à engraisser l'État français pour lui permettre de continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui dans une certaine mesure, à savoir n'importe quoi. Cette interview date d'avant la révélation du plan Périclès. Mais dans ce podcast d'entrepreneur, Stérin parle déjà de son projet en fait. En 2021, il avait créé un fonds, le Fonds du bien commun. Stérin se fait une idée assez précise de ce qu'est le bien commun et de comment utiliser cet argent. Et encore une fois, il assume, il explique. Et ces 80 millions, on va les utiliser pour essayer d'investir sur de donner, de prêter ou d'investir sur des sujets utiles au redressement de la France et à la promotion du Christ. Et au redressement de la France essentiellement, donc très concrètement, on est très porté sur les sujets d'éducation, les sujets de pauvreté, de handicap, de patrimoine, de culture. Et tout ça, c'est génial, parce que de loin, ça va ressembler à de la charité. Genre, le gars est généreux. Donc il veut rien filer à l'État français parce qu'en fait, il voudrait que ça marche comme ça, avec la charité, avec la philanthropie des riches qui vont choisir eux-mêmes de quels services, de quelles associations la société a besoin. Depuis, tout ça a pris forme. Sur C8, vous avez peut-être vu passer la Nuit du bien commun d'ailleurs. C8 fête les 5 ans de la Nuit du bien commun. Cette belle soirée de levée de dons a permis à 90 projets solidaires de se concrétiser. On va commencer tout de suite avec le palier à 100 000 euros. Le 11,30, merci monsieur. Le 304, merci madame. Don à 5 000 euros pour le 13,55, 2 fois. Les assos qui sont soutenus, c'est bien sûr des assos qui parlent de patrimoine, de famille, d'enfance, de prière même. Et puis, tiens, de journalisme. Bah oui, il faut sauver le journalisme aussi. En 2012, lors d'une simulation de vote pour les élections présidentielles, plus de 85% des étudiants en journalisme votent pour un candidat de gauche ou d'extrême gauche. C'est pour cela que l'Institut libre du journalisme est vital pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion dans notre société. La Nuit du bien commun, c'est une des vitrines du fonds philanthropique de Stérin.
On vous le dit parce que les organisateurs le présentent pas forcément comme ça, même quand on leur pose la question. Dites-nous quand même, qui est à l'origine de cette initiative? L'équipe des fondateurs? Est-ce qu'il y a quelques noms importants à retenir? Alors, plus que des noms, c'est d'abord des états d'esprit. Je dirais que c'est vraiment des personnes qui sont qui avaient à cœur de réconcilier un peu des entrepreneurs qui avaient envie de s'engager et des associations qui le croisaient. Oui, elle veut pas le dire, mais enfin bon, c'est surtout Sterrin, c'est un truc à Sterrin, le bien commun. Là. Et donc en plus du fonds du bien commun, 80 millions d'euros investis chaque année dans des projets savamment sélectionnés par Sterrin et ses équipes, maintenant il y a le projet Périclès. Donc ça, c'est une autre structure, à part, parce que ça va bien 2 minutes, les projets associatifs, tout ça, là, mais ce qui est sérieux, c'est la politique. Et c'est là-dessus, maintenant, que Sterrin veut agir, la vraie politique, là où ça se décide. Le problème, c'est qu'en France, on peut pas directement donner des millions aux partis politiques qui nous plaisent, il y a des règles, on n'est pas aux États-Unis, donc si un riche veut peser dans le monde politique, il faut qu'il s'y prenne autrement. Alors, le projet Périclès, c'est une méthode, une feuille de route, on vous disait. En 2024, par exemple, l'objectif prioritaire, c'était de mettre en place de quoi mener une guérilla juridique, de multiplier les contacts auprès des politiques, de créer une école de formation pour les futurs candidats aux municipales avec comme objectif d'en former plus de 2000 en 2025. Et oui, parce qu'il va y avoir les municipales en 2026. Et Sterrin va mettre le paquet pour ces élections, mais aussi et surtout pour 2027. Le but, c'est que cette année-là, Périclès, ce soit une équipe de 50 personnes équivalent temps plein, avec un budget de 25 millions d'euros juste pour 2027. Au total, Sterrin compte dépenser 150 millions d'euros sur 10 ans, et ça, c'est juste pour le projet Périclès. Pour vous donner un ordre de grandeur, est-ce que c'est beaucoup ou pas 25 millions ? Le plafond pour un candidat à la présidentielle au premier tour, c'est 18 millions d'euros. Là, il y a 25 en plus qui va pouvoir servir à un peu tout le monde, à droite et à l'extrême droite, pour cette formidable campagne. Un acronyme qui dit quand même, qui annonce la couleur: patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. C'est ça, oui. Ça dit tout. Le but, c'est l'union des droites pour obtenir une victoire idéologique, politique et électorale. Pour peser sur les politiques et pour créer des liens avec eux, Sterrin a placé ses hommes auprès de la droite LR, de Ciotti, mais aussi évidemment de Le Pen et Bardella. François Durvy est à la tête d'Osium Capital, le fonds d'investissement de Pierre-Édouard Sterrin, dont il est un homme de confiance. Mais Durvy fait aussi office de conseiller économique auprès de Le Pen et Bardella. Sterrin n'est pas franchement convaincu par le RN, qu'il trouve trop à gauche. Heureusement, François Durvy s'emploie à le rassurer, comme il rassure les chefs d'entreprise. Le programme du RN sera pro-business et coupera dans les dépenses de l'État. De fait, sous son impulsion, le programme économique du parti a déjà largement évolué dans un sens anti-redistributif et plus favorable aux grandes entreprises. Donc vous le voyez, Sterrin veut peser sur les lignes politiques des partis de droite, et apparemment il y arrive, en tout cas au RN, mais il veut aussi peser sur le débat public en général. Et pour ça, il va essayer d'imposer ses thèmes. Il a 2 priorités, la lutte contre le wokisme et la lutte contre l'immigration. Et pour ça, il utilise des méthodes que vous connaissez si vous avez vu notre épisode sur le réseau Atlas. Il finance des structures, des observatoires, des think tanks qui produisent des rapports, des contributions au débat public qui seront ensuite discutés en plateau par les journalistes ou reprises directement par les politiques. Par exemple, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie a sorti une étude, là, en début d'année, une étude qui raconte que 580 millions de personnes dans le monde sont éligibles au droit d'asile français. Vous l'avez peut-être vu passer. C'est une étude qui est biaisée selon tous les spécialistes de l'immigration, mais cette étude, poussée par un institut financé par Pierre-Édouard Sterrin, va se retrouver dans tous les médias de droite, largement diffusée, puis reprise par les députés, les élus du Rassemblement national. Il démontre, accrochez-vous bien, qu'au moins 580 millions de personnes. C'est un exemple d'une idée forte anti-immigration, biaisée, poussée artificiellement dans le débat public par Pierre-Édouard Sterrin. Autre avatar de cette stratégie, un observatoire nommé Hexagone, suffisamment bien doté pour commander des sondages orientant le débat public sur des sujets comme la violence scolaire, les dépenses de l'État ou le logement. Créé il y a seulement 5 mois, il a déjà réussi à donner de la visibilité à ses études dans Les Échos ou sur BFM TV, tout en opérant depuis les locaux de Périclès. Donc voilà, ces méthodes-là, elles sont pas nouvelles, mais elles marchent toujours. Non, ce qui est nouveau, c'est le réseau qu'a tissé Sterrin. Le gars a des billes partout. Il y a les divers observatoires, les écoles, les associations, mais bien entendu, Sterrin veut des médias. Vous doutez bien, c'est important d'avoir des médias quand on est un milliardaire, quand même. On est en France. Et jusque-là, dans ce secteur, ça n'a pas si bien marché que ça. Il a essayé d'acheter Marianne, mais la rédaction était évidemment contre au nom de la culture républicaine et laïcarde du magazine, très éloignée donc des valeurs qu'entendait imprimer le milliardaire catholique. On dit qu'il aurait à présent des vues sur Valeurs Actuelles, ça colle déjà un peu plus. Apparemment, il a essayé de rentrer au conseil d'administration d'M6 aussi pour prendre la place de son PDG actuel, Nicolas de Taverneau, mais pareil, ça s'est pas fait. Sterrin a quand même investi dans des médias, mais des trucs beaucoup moins prestigieux. Des trucs comme Le Crayon,
Une chaîne YouTube qui donne la parole à tout le monde, mais quand même pas mal à l'extrême droite. Mais attention, ils sont apolitiques, hein, bien entendu, vous connaissez rien. Et d'ailleurs, on n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême gauche, ni de l'extrême centre, ni d'extrême droite, enfin bref, d'aucune sensibilité politique. Et ça, depuis le début, on a toujours affiché, annoncé, on s'est jamais caché que notre ambition c'était de réunir. La chaîne se défend d'être influencée par quelques milliardaires que ce soit, évidemment. Et on les croit, on les croit. Il n'y a aucun investisseur qui me dit quoi faire. Enfin, c'est un actif financier, quoi. Ils sont pas là pour contrôler, faire des marionnettes. Nous, on dit juste que les équipes de ce terrain, elles ont regardé la chaîne, ça leur a plu, elles ont dit prenez notre pognon, c'est super. Les invités, le choix des thèmes, changez rien. Vous êtes géniaux à politique, ça nous va complètement. Mais c'est pas un si petit truc que ça, le crayon. Ils ont quand même reçu le président Macron. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. J'ai déjà pensé à monsieur Sidet. Bien sûr qu'il y a des sous-cultures. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate, franchement? La réalité du vécu, c'est une chose. Aller casser le Fouquet, qu'est-ce que ça leur apporte? Ça paye pas les factures. Hein. Ce terrain contrôle aussi Néo, une chaîne lifestyle, ambiance terroir, tradition et modernité. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, il y a un vrai boom des baptêmes en France cette année. J'ai essayé de faire du magret de canard séché au paprika fumé, flambé au whisky tourbé, et spoiler alerte, c'est un énorme banger, et surtout, c'est super simple à faire. Est-ce que vous avez déjà goûté une glace à l'eau samoile? Moi, c'est ce que je m'apprête à goûter pour vous aujourd'hui, c'est juste derrière moi, c'est parti, je vous emmène. Une glace à la viande dans le Vieux Lyon. Et puis pourquoi pas une sucette au porc après, puis du Nutella au fromage de chèvre? C'est ça votre lifestyle de dégénéré? Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça pèse vraiment? Est-ce que ça va suffire à faire triompher l'union des droites, le camp du bien? En tout cas, ça pose tout un tas de questions. Tout à l'heure, je comparais le budget du projet Périclès pour 2027 et le plafond des comptes de campagne pour les candidats à la présidentielle. Eh bien, je suis pas le seul à avoir fait le rapprochement, puisqu'une commission parlementaire sur la tenue des élections en France a convoqué ce terrain et le directeur de Périclès pour une petite audition. Antoine Léaumont de la France Insoumise est le rapporteur de cette commission. Vous savez que c'est très régulé la question des comptes de campagne et qu'il y a des plafonds de dépenses autorisés. Vous voyez bien le problème qui est posé, c'est que si certains dépensent leur argent en dehors de tout cadre de la campagne, mais néanmoins essayent d'influencer une campagne électorale, eh bien il y a une question qui est posée pour le respect de la démocratie dans notre pays. Nous avions donc décidé de les convoquer aujourd'hui, ce 23 avril. Nous avons reçu hier une réponse négative de la part du directeur du projet Périclès. Et oui, tout le monde était en vacances, c'est vraiment pas de bol, hein. Personne n'est venu rendre de compte aux députés de la République. Une deuxième convocation leur a été envoyée, et s'ils s'y soumettent, cette fois, ils seront entendus le 6 mai, donc ce mardi. Ce sera sans doute très intéressant. Parce que ce terrain est un personnage intéressant. Il est bavard, il est sûr de lui, il note tous les gens qu'il rencontre, il leur donne des notes, une note sur 10. Lui-même, il se donne 8 sur 10, mais il aime s'entourer de solides 9 sur 10. Hein. On sait grâce au Nouvel Obs que Retailleau a trouvé grâce à ses yeux. En janvier, reçu à Beauvau, ce terrain lui aurait même fait une offre de service. Que puis-je faire pour vous? Mais en dehors de lui ou de Wauquiez, le milliardaire est assez dur avec le personnel politique, qu'il juge globalement médiocre. Finalement, on peut voir ça comme une opportunité. Ce terrain va pouvoir trier et choisir les candidats les plus à même d'incarner au mieux sa ligne libertarienne réactionnaire. Je pense qu'il y a une opportunité de marché très intéressante compte tenu de la qualité plutôt médiocre, voire extrêmement médiocre des profils qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'échiquier politique. Donc je pense qu'il y a une opportunité de marché extrêmement intéressante. Après son premier déjeuner avec Jordan Bardella à l'automne 2023, le milliardaire était rentré furieux. Ça ne va pas du tout. Le Pen est nul et Bardella ce n'est pas beaucoup mieux. Il faut qu'on crée un nouveau parti, ils ne gagneront jamais. À ses yeux, le binôme aux manettes de l'extrême droite incarne le pire de la politique, des responsables n'ayant jamais travaillé ou presque, et s'entourant de conseillers médiocres pour n'être pas menacés. Vous l'avez compris, avec ses instituts et ses experts à gages, ce terrain veut s'attaquer à la demande politique. Mais il ne s'interdit pas d'agir également sur l'offre. De toute façon, maintenant c'est ça le but de sa vie, et c'est comme ça qu'il va dépenser toute sa fortune. Il a de toute façon déshérité ses enfants, hein. Rien n'est trop cher pour une place au paradis. J'ambitionne d'utiliser tous les moyens légaux à ma disposition, a dit ce terrain. Et en fait, pour les démocraties, le défi est sérieux. Les riches sont de plus en plus riches. Ils ont de plus en plus de moyens. Ils veulent prendre le pouvoir, renverser la table et ils testent nos institutions. Est-ce que nos institutions sont prêtes ou est-ce qu'il va falloir penser ce nouveau danger et créer de nouvelles règles pour protéger notre espace public, mais même nos élections en fait?
Parce qu'on ne peut pas considérer que les élections se passent de manière normale si certains utilisent, parce que c'est là tout l'enjeu, leur argent pour influencer les élections. Est-ce qu'on est prêt à leur donner les clés du camion? On connaît leur projet, moins de règles, justement, moins de règles, ils veulent être libres, libres d'investir, de gagner de l'argent, d'exploiter notre travail, briser nos résistances et s'accaparer nos ressources. Redistribution, services publics, droit du travail, solidarité, tout sera balayé. En échange, ils nous proposent une société raciste, un état policier réduit à ses fonctions dites régaliennes, pour nous les contraintes, la galère, la misère, et à eux la belle vie. Et ça, pour eux, c'est une société bien ordonnée. Il est normal que les riches gouvernent puisqu'ils sont meilleurs. Ils ont réussi, eux, les Elon Musk, les Bernard Arnault, les Sterrin. Et n'oublions pas que derrière ces personnages fantasques, il y a toute une classe sociale, les hyper riches. Et ils pensent que leur temps est venu, que les démocraties libérales, les lois, les normes, c'est saut au XXe siècle. Il est temps de tout foutre par terre. La question que nous pose Sterrin n'est pas compliquée. Va falloir qu'on choisisse entre les ultra-riches et la démocratie. Parce qu'apparemment on peut pas avoir les deux, ça devient de plus en plus clair pour tout le monde. Les riches ont un programme et ils sont plus chauds que jamais. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. La fortune de Sterrin est aujourd'hui estimée à 1,4 milliard d'euros. Et vous voyez, déjà rien qu'avec ça, il peut faire des dégâts. Maintenant, dites-vous que la fortune de Bernard Arnault, c'est 100 fois celle de Sterrin. 100 fois! Et écoutez, il a l'air d'avoir plus ou moins le même programme que Sterrin en fait, Bernard Arnault. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie, mais dès qu'on essaye de faire ça, bon là, on est poursuivi, c'est impossible. Combien de temps avant que lui aussi ne pète un câble? Et s'il la joue comme Sterrin, on se défend comment? Est-ce que notre République a prévu ce cas de figure? Ce serait peut-être bien d'y penser. On pourrait commencer par leur retirer leur emprise sur les médias, par exemple. Pour tout vous dire, ici, on pense qu'on aurait peut-être même déjà dû le faire depuis longtemps, parce que Sterrin, c'est le premier à formuler son projet de manière aussi claire et franche. Mais derrière lui, c'est tout un groupe social qui sent sauvage et qui trépigne d'impatience. Voilà, encore un épisode super rassurant pour la suite, et nous on se retrouve dimanche dans 2 semaines. Et vous faites peut-être une vision différente du bien commun, vous pensez peut-être que la France ce serait mieux s'il y avait moins d'assauts contre l'avortement et un petit peu plus de médias indépendants. Et ben à ce moment-là, vous n'êtes pas du tout comme Sterrin et il faut donner à Blast. Et oui, là vous pourrez nous aider. Comme si vous étiez un petit Sterrin à nous. Merci.